Au bout d'un moment, la question qui est posée, c'est à quoi bon ce congrès du PS du mois de janvier, que certains appellent primaire, la primaire du PS, pour désigner un candidat qui est frappé des mêmes difficultés que M. Hollande. Puisqu'on nous dit pas d'éclatement, et moi je crois que ce n'est pas le fond du problème, mais puisqu'on ne dit pas d'éclatement, pourquoi vous vous présentez-vous? J'en ai un peu ras-le-bol, justement, de ce scénario qui serait écrit d'avance par certains commentateurs, les mêmes qui se sont complètement plantés, il faut bien le dire, sur la primaire de la droite. Et alors là, ils ont décidé que la primaire de la gauche, ça ne marcherait pas. Et puis ils ont dit que ça ne marcherait pas parce que c'était qu'un congrès du PS. Et en effet, si c'est un congrès du PS, ça n'intéressera personne. Hein. Vous savez, au Parti Socialiste, il y a 50 000 adhérents. Là, on s'adresse à 2 ou 3 millions de personnes. Je ne sais pas ce que ça donnera le 29. Qui me semble, je l'ai dit depuis le début, je crois que la candidature de Manuel Valls est la plus clivante en soi, la plus clivante parce que sur les questions de valeur, la déchéance de nationalité, sur les questions sociales, il a beaucoup clivé. Nous sommes à la veille des premiers débats de cette primaire qui n'a pas de nom, on ne sait pas comment l'appeler. Je me refuse à lui donner son nom officiel de la Belle Alliance Populaire, que je trouve passablement ridicule. Et en plus, en 3 mots, il y a 3 mensonges. Ce n'est pas non plus la primaire de la gauche, parce que toute la gauche n'est pas là. Et ce n'est pas non plus la primaire du Parti Socialiste, non pas seulement parce qu'il y a la représentante du Parti Radical de Gauche, où ces 2 créatures du PS que sont Benamias et de Rugy, qui ne sont pas au PS, mais que le PS a convié pour faire pluraliste. C'est pas seulement ça, c'est que je crois que les discours quand même qui sont tenus par les candidats, pour autant qu'on en sache pour l'instant, sont quand même extrêmement éloignés les uns des autres et pas tous conformes, c'est le moins qu'on puisse dire, à la ligne du quinquennat. Hein. Je pense que, à part Manuel Valls et peut-être Vincent Peillon, qui sont dans la revendication de l'héritage du bilan du quinquennat, ni Hamon ni Montebourg ne se situent dans cette perspective. Donc pour ça, on ne peut pas tellement parler de primaire du PS non plus. Et il n'empêche que je persiste à dire que cette primaire est potentiellement un piège. Parce qu'effectivement, la règle, c'est que il va falloir se filer droit ensuite derrière le vainqueur. Et imaginons que le vainqueur soit Manuel Valls. Comment vont faire les 2 critiques que sont Hamon et Montebourg? Ça paraît un exercice tout à fait inconfortable. D'autant plus que Valls, dans la tentative de relookage qui est le sien, a vraiment échoué, notamment je pense à cette émission de France 2, on l'a vu à la fois muet quand Philippe Martinez de CGT lui a demandé son plan pour le chômage, on l'a vu décontenancé face à une jeune femme voilée qui ne devait pas simplement correspondre au préjugé qui est le sien, on l'a vu en difficulté sur toutes les choses et on l'a vu surtout d'une versatilité incroyable, qui défie quand même la morale politique. Cette histoire de 49.3, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Mais on ne peut rien exclure avec le phénomène médiatique de notoriété, l'autorité, parce qu'on voit bien que dès qu'il est en difficulté, il fait des coups de menton et il revient à ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire en fait surtout le terrorisme, le djihadisme, la sécurité. Et on l'a vu en face de cette jeune femme voilée qui n'avait pas grand-chose à voir avec le djihadisme, mais il a fallu quand même qu'il entreprenne sur ce sujet-là. Alors c'est là qu'il se sent fort, mais ça ne fait pas un candidat de gauche. Et donc je me demande comment vont s'en sortir, comment on s'en sortirait. Espérons que le conditionnel est le mode qui convient. Si Valls l'emportait, comment se sortirait Hamon et Montebourg. Alors, je suis quand même très intéressé par le programme d'Hamon. Je crois que tous les lecteurs doivent l'être aussi, parce que c'est un programme qui non seulement est très écolo, comme celui de Mélenchon d'ailleurs également, hein, mais qui repose vraiment le problème du retour à une bataille culturelle de la gauche. Hein. Alors il y a cette histoire de revenu universel, je ne suis pas très convaincu par ça, je suis plutôt proche, je me sens plutôt proche sinon des analyses de nos amis d'attaque, Jean-Marie Haribey, Jean Gadret et quelques autres. Mais simplement l'intention, à mon avis, quand même est bonne, c'est-à-dire qu'on retravaille sur le temps de travail, précisément, sur le rapport au travail. Et ça, je crois que c'est les grands reculs, les grandes capitulations de la gauche de gouvernement au cours non seulement du dernier quinquennat, mais des 20 dernières années, sans aucun doute, et y compris au plan européen. Ce qui fait qu'on est dans une contradiction, il faut bien le dire,
à la fois considérer que pour ceux qui participent, c'est un piège que cette primaire, et puis pour les électeurs de gauche, moi je me vois mal les dissuader d'aller voter, parce qu'il y a quand même une fracture très sensible entre les programmes d'un personnage comme Hamon et puis Emmanuel Valls, et on ne peut pas rester, disons, inerte, en simple spectateur devant cette compétition, et en espérant en particulier que Manuel Valls, qui est quand même le personnage qui incarne le bilan désastreux de ce quinquennat, soit éliminé. Alors, cette semaine, on a un dossier écologiste avec donc la question de la pollution et cette mise en garde, parce qu'effectivement l'inertie et les politiques faussement écologistes, mais vraiment productivistes, qui continuent de dominer, sont véritablement criminels. Il y a des rapports qui sont sortis pour ça, et pour le dire, ça fait des morts, et c'est pas simplement, disons, ni un fantasme, ni jouer les Cassandres, que de le dire.